Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Gilles Davidovitch. Bonjour. Bonjour. Et alors, vous êtes géographe spécialiste de l'étude des surfaces planétaires et de Mars, mais aussi vice-président de la Société astronomique de France. Vous en doutez, aujourd'hui, on va parler de l'espace, de Mars et de notre héros national Thomas Pesquet. Mais avant tout, parlons de vous. D'où vient cette passion pour l'espace et pour l'étude des planètes ? En fait, je suis géographe et donc la plupart des géographes étudient d'abord la Terre, un peu en oubliant que la Terre, c'est aussi une planète un peu comme les autres, par bien des côtés, très différente par d'autres, évidemment. Et donc, aussi loin que je me souvienne, c'est l'alliance de l'astronomie, de la géographie qui m'attire, qui me fascine et qui me questionne. Alors, il y a une citation que vous devez sans doute connaître, elle est de Camille Flammarion, c'est un grand astronome français, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Elle dit « N'est-il pas étrange que les habitants de notre planète aient presque tous vécu jusqu'ici sans savoir où ils sont et sans se douter des merveilles de l'univers ?» Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous trouvez que la majeure partie des gens ne s'intéressent pas assez, entre guillemets, à ce qui nous entoure ? Alors, c'est en train de changer quand même, mais c'est vrai que il y a un déficit en général, il y a un déficit de l'enseignement des sciences. Alors heureusement, les gens quand même, depuis 20, 30, 40 ans, sont mieux informés, communiquent, reçoivent plus d'informations en fait et de connaissances. Donc le niveau augmente en fait, la culture générale des gens augmente et l'attrait pour le spatial augmente aussi. Mais il faut bien doser, il faut expliquer à quoi cela sert, pourquoi on dépense de l'argent pour acquérir ces connaissances et pour finalement mieux comprendre où nous sommes, notre place réelle dans l'univers et peut-être d'où on vient et où on va, peut-être aussi, des questions toujours très fondamentales et très philosophiques, même si on n'est pas prêt du tout d'y répondre. Vous ne pensez pas que l'industrie cinématographique aussi impacte et influence un petit peu justement la curiosité des gens à ce niveau-là avec tous les films qu'on voit sur l'espace, etc. Alors oui, effectivement, les films de science-fiction, les grands films hollywoodiens, mais aussi la littérature. On a quand même, et particulièrement en France, on a des grands maîtres de science-fiction. Tout le monde connaît La planète des singes de Pierre Boulle, évidemment, qui reste une très grande référence. Mais oui, évidemment, le cinéma aide à fantasmer et à rêver à d'autres mondes, à d'autres formes de vie. Mais tout cela est pour l'instant de la science-fiction ou de la fiction et pas trop de la science encore. On va rentrer dans un sujet que vous connaissez bien, c'est la planète Mars. Vous faites depuis des années la promotion de l'exploration de cette planète. Pourquoi on cherche tant à l'explorer, elle particulièrement ? Alors d'abord parce que c'est la plus proche. C'est la plus proche, c'est celle qui est, entre guillemets, la plus facile à atteindre, même si le facile est vraiment entre guillemets. C'est la plus proche, et c'est la plus proche par bien des aspects, pas simplement d'un point de vue de la distance, mais aussi d'un point de vue de sa géophysique, de son astrophysique, et de toutes ces conditions, entre guillemets, d'habitabilité. C'est un monde extrême, mais sur Terre, il y a des milieux extrêmes aussi, la haute altitude, les déserts, les profondeurs, les pôles. Parfois, les montagnes aussi peuvent être des milieux extrêmes. Et on voit que sur Terre, la vie a pu se développer et s'épanouir, se reproduire et proliférer. Et donc, le questionnement, c'est est-ce que dans un autre milieu plus extrême que celui de la Terre, qui est quand même un milieu assez accueillant, eh bien, la vie a pu s'épanouir à un moment ou à un autre, apparaître, s'épanouir et peut-être subsister. Depuis 1990, vous militez pour une exploration robotique du système solaire. Depuis 2012, on a le robot Curiosity qui est sur Mars et depuis février dernier, le rover Perseverance. En quoi ces robots sont une avancée dans l'exploration martienne ? Alors, ils aident les scientifiques, les ingénieurs, d'abord à apprendre à explorer par robots interposés, par des systèmes conçus de manière... c'est très sophistiqué et c'est conçu très, très longtemps à l'avance. Parfois, il faut 10 ans pour fabriquer une mission spatiale. Parfois, il faut 25 ans, une vie d'homme, une vie professionnelle complète. J'ai des amis qui ont conçu, pensé une mission spatiale et qui sont partis à la retraite quand la mission elle a enfin pu arriver à destination. Donc, ce sont des vocations, ce sont des gens qui sont passionnés, les astronomes et les ingénieurs qui travaillent à la NASA, à l'ESA, au CNES, dans les universités, les laboratoires du CNRS en France, par exemple. Donc voilà, ces robots font progresser la connaissance. Malheureusement, à ma grande déception, il n'y en a pas assez.
Et ce n'est pas systématique, c'est-à-dire qu'on n'applique pas, on devrait appliquer de manière systématique, et ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on aurait dû appliquer la théorie du Fordisme, c'est-à-dire fabriquer des robots à la chaîne et les envoyer un peu partout dans le système solaire, sur tous les corps solides, donc toutes les planètes, tous leurs satellites solides, pour pouvoir mieux décrypter, comprendre ces environnements et en apprendre davantage. Le robot Persévérance, pour revenir à lui, a récemment échoué dans sa première mission il y a peu. Elle consistait à prélever un échantillon de la roche martienne pour voir si elle contenait des traces de vie ancienne. Le trou était bien percé, mais aucun échantillon n'a été prélevé. Les scientifiques n'avaient jamais vu ça lors des phases de test. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que la roche de Mars peut avoir de si particulier ? Alors, c'est très compliqué de forer sur Mars. On arrive à percer, à forer plus ou moins facilement en fonction de la roche, mais les roches sont parfois très dures parce qu'il fait très froid, donc il peut y avoir de la glace qui durcisse comme du béton en fait la roche. Donc il faut une énergie, il faut une force de travail très forte. Or, on n'a pas beaucoup d'énergie nécessairement sur Mars. Les panneaux solaires ne sont pas très performants. Alors, Perseverance et Curiosity ont des moteurs nucléaires, donc ils sont capables de générer quand même de l'électricité et de l'énergie, mais pas n'importe comment. Donc, c'est pas si évident que ça. Et là, en l'occurrence, pour Perseverance, ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, le forage a eu lieu, mais vraisemblablement, le forage a tourné trop vite par rapport à la roche qu'on a forée. Et donc, il a réduit en poussière l'ensemble de cette roche. Au lieu d'en conserver des morceaux qui devaient rentrer dans le tube à essai et qu'on a scellé pour pouvoir peut-être un jour le rapporter sur Terre avec une autre mission, eh bien, on s'est aperçu que finalement, le prélèvement était vide et le robot a scellé en fait, le tube à essai, probablement vide. Donc, il y a de l'air dedans. Et il n'y a pas de roche dedans. C'est un bon début. Alors c'est un bon début parce qu'on voulait quand même un tube ou 2 tubes à essai avec de l'air martien qui reviendrait un jour sur Terre pour analyser cette atmosphère. Bon, voilà, donc les ingénieurs vont travailler, on va faire tourner un peu moins vite le forêt la prochaine fois pour une roche identique. Parce qu'il faut évidemment, si c'est une roche beaucoup plus dure, il faudra faire attention à calibrer. C'est pas facile. Hein. Vous y croyez, vous, à la vie sur Mars, à une forme de vie ancienne? Et si vous y croyez, quelle forme de vie aurait pu habiter cette planète? Alors, c'est un peu comme la religion, on croit ou on ne croit pas. Et ce n'est pas trop une démarche scientifique, en fait. Donc, on peut avoir un sentiment, on peut avoir une direction générale, presque finalement une intuition personnelle. Il est possible, je vais vous donner une réponse de Normand, il est possible que la vie soit apparue sur Mars. Ce n'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout parce qu'on s'aperçoit quand on étudie, d'abord on n'a pas compris comment la vie était apparue sur Terre. Et on n'est pas toujours d'accord non plus sur la définition de ce qu'est vivant ou de ce qui n'est pas vivant. Donc on sait qu'un virus, c'est pas vivant, une bactérie, c'est vivante, mais un champignon, c'est vivant, un végétal, c'est vivant, un minéral, c'est pas vivant. Mais il y a des nouvelles formes, notamment on en reparlera avec Thomas Pesquet, le blob, c'est pas un champignon, c'est un unicellulaire. Et est-ce que c'est vivant, est-ce que c'est pas vivant ou en tout cas, bon, il y a plein de questions. Et c'est pas évident d'y répondre comme cela. Donc on s'aperçoit aussi que sur Terre, la vie est apparue par un ensemble de concours de circonstances, mais juste énorme. C'est-à-dire qu'il a fallu des composants chimiques, il a fallu une gravité particulière, une température particulière, une position particulière dans le système solaire. Il a fallu la Lune. Sans la Lune, la vie ne serait pas apparue pour stabiliser tout ça. Il a fallu de l'eau liquide, il a fallu de l'oxygène, mais pas trop, du gaz carbonique, mais pas trop, etc., etc. Il a fallu tout un ensemble de circonstances géophysiques, astrophysiques, chimiques et bien d'autres choses encore. Il ne faut pas que ça soit trop acide, il ne faut pas que ça soit trop salé, mais il en faut, etc., etc. Vous voyez, il y a plein de conditions. En fait, si on devait faire une équation, l'équation serait tellement complexe qu'on n'est pas du tout sûr que ce soit répétable de manière si évidente. Il faut une atmosphère, il faut peut-être une hydrosphère, il faut de l'eau, il faut une cryosphère, il faut de l'eau parfois solide, froide, etc., etc. Il faut une magnétosphère pour protéger des rayonnements cosmiques et des rayonnements stellaires et solaires en l'occurrence, du rayonnement ultraviolet, etc., etc. Vous voyez, donc c'est très complexe. Personne n'a vraiment la réponse. Après, on a des intuitions, on a une opinion personnelle. Moi, je pense que ça a pu apparaître. J'ai aucune certitude. Ce qui est très probable, c'est que la vie ne soit plus présente sur la planète rouge, en tout cas en surface, depuis très longtemps, si jamais un jour elle est apparue.
Et bon, en tout cas, l'avenir nous donnera sans doute des réponses. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir été avec nous. On arrive malheureusement à la fin de cette émission. Donc, je rappelle que vous Merci. êtes spécialiste de l'étude des surfaces planétaires et de Mars, mais aussi vice-président de la Société astronomique de France. À bientôt. Au revoir. Et vous pouvez retrouver cette émission, comme d'habitude, en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.